À l'été 1944, à nouveau sont terrorisés à Londres. Ce n'était ni le rugissement de formation de bombardiers lourds, ni le sifflement des bombes qui tombent. C'était un bourdonnement grossier et rythmique qui ressemblait à un moteur de moto tournant à plein régime dans le ciel. C'était le moteur pulsoréacteur de la bombe volante V1. Les civils terrifiés en dessous l'appelaient le Doodlebug. Quand le moteur s'arrêtait, on savait qu'il restait 10 secondes de silence avant l'explosion. Mais pour les artilleurs antiaériens alliés chargés de les arrêter, le V1 n'était pas seulement effrayant. C'était un cauchemar mathématique. La solution exigeait un miracle technologique appelé la fusée VT, un dispositif sans doute aussi complexe que le projet Manhattan lui-même. Mais d'abord, laissez-moi expliquer le problème. Le V1 hurlait dans les airs à environ 400 000 par heure. Il croisait à seulement 2000 à 3000 pieds d'altitude. Ce profil de vol créait une zone morte tactique. Il allait trop vite pour que les mécanismes de poursuite manuelle des canons antiaériens puissent le suivre avec fluidité, mais trop bas pour que les systèmes radars primitifs puissent le verrouiller sans être perturbés par l'écho du sol, les ondes radars rebondissant sur les bâtiments et les collines. Le problème n'était pas de voir la cible. Le problème, c'était la géométrie de l'interception. Les obus antiaériens standards utilisaient des fusées à temps. Un pointeur ou une machine prédictrice devait calculer la vitesse de la cible, son altitude et sa position future. Ensuite, un membre de l'équipe tournait physiquement une bague sur le nez de l'obus pour régler un minuteur mécanique d'horlogerie. Le but était de faire exploser l'obus à la milliseconde exacte où il croiserait la trajectoire du V1. Souvenez-vous de Londres sous les V1 et honorez ceux qui vivaient ces nuits d'enfer. Mais considérez la physique. À 400 000 par heure, le V1 parcourt presque 600 pieds chaque seconde. Si le minuteur mécanique se trompait d'à peine un dixième de seconde, le temps d'un clignement d'œil, l'obus détonnait 60 pieds plus loin, sans effet, derrière la cible. La marge d'erreur était pratiquement nulle. Même avec des calculs parfaits, la fabrication ne l'était pas. Les variations dans la qualité de la poudre, les légères différences de poids des obus, ou les changements de densité de l'air faisaient que des tirs parfaitement visés rataient quand même. En juin 1944, les statistiques étaient déprimantes. Les batteries lourdes britanniques tiraient en moyenne 2500 obus pour abattre un seul V1. Le ciel se remplissait de nuages noirs de fumée, mais les robots continuaient d'arriver. Les Allemands gagnaient la guerre économique. Un missile en tôle bon marché coûtant quelques centaines de Reichsmark et construit avec du travail esclave vidait les stocks de munitions alliés, valant des millions de dollars. La défense coûtait plus cher que l'attaque. Le premier ministre Churchill devenait désespéré. Le général Eisenhower craignait que les V1 ne perturbent les ports de ravitaillement pour l'invasion de Normandie. Mais au plus profond d'un laboratoire secret du Maryland, dirigé par le département of Terrestrial Magnétisme, des scientifiques américains avaient déjà résolu le problème. Ils n'ont pas construit un canon plus gros. Ils ont construit un obus capable de voir. C'est la fusée VT, nom de code POSI pour cacher sa fonction. De l'extérieur, elle ressemble à un éconique vers standard vissé sur un obus de 90 mm. Mais à l'intérieur, elle contient un miracle de miniaturisation qui rivalisait en complexité avec le projet Manhattan. C'était un émetteur et récepteur radio complet comprimé dans la taille d'une bouteille de lait. Le concept était simple en théorie. Mettre un radar Doppler dans la pointe d'une balle. L'obus transmet un signal radio continu pendant son vol. Lorsqu'il s'approche d'un objet, comme le fuselage métallique d'un V1, le signal est réfléchi vers l'obus. À mesure que la distance se réduit, la fréquence de l'onde réfléchie se déplace à cause de l'effet Doppler. La fusée détecte ce décalage. Quand la réflexion atteint une intensité spécifique, un tube tiratron déclenche une charge électrique, mettant à feu le détonateur. Cela signifiait la fin du tir chronométré. Il n'était plus nécessaire de toucher directement la cible, ni de deviner la portée exacte. Il suffisait de manquer de moins de 70 pieds. L'obus sentirait la cible et exploserait automatiquement au point d'approche minimal, projetant généralement des éclats meurtriers sur les ailes fragiles du V1. Mais avoir l'idée était la partie facile. La construire semblait physiquement impossible. Les obus d'artillerie ne sont pas traités avec douceur. Quand un canon antiaérien de 90 mm tire, l'obus est expulsé du tube avec une violence difficile à comprendre. Il accélère de 0 à une vitesse supersonique en une fraction de seconde, subissant des forces de recul de 20 000 G. Cela représente 20 000 fois la force de gravité. En même temps, les rayures du canon font tourner l'obus à 475 rotations par seconde, soit presque 30 000 tours par minute.
En 1940, l'électronique signifiait les tubes à vide. C'étaient des ampoules de verre fragile avec de fins filaments métalliques qu'on trouvait dans les radios de salon. Si vous faisiez tomber une radio au sol, les tubes se brisaient. Les scientifiques de la section T, dirigés par le brillant physicien Merteuve et comprenant le jeune chercheur James Van Allen, qui découvrirait plus tard les ceintures de radiation autour de la Terre, devaient construire un tube en verre capable de survivre au tir d'un canon. Leur solution fut une leçon magistrale d'ingénierie structurelle. Ils ne pouvaient pas utiliser des pièces du commerce. Ils ont réinventé le tube à vide. Ils ont raccourci l'enveloppe de verre pour réduire l'effet de levier. Ils ont redessiné les filaments internes en les ancrant en haut et en bas comme des câbles de pont suspendus afin qu'ils ne cassent pas sous la force G. Mais la véritable percée fut l'enrobage. Ils ne se sont pas contentés de placer les composants dans le nez conique. Ils les ont suspendus. L'ensemble électronique entier était encapsulé dans un composé spécial d'enrobage, un mélange de cire et de plastique qui commençait à l'état liquide puis durcissait autour des tubes. Imaginez ces soldats sous les bombardements, puis ressentez l'espoir né de cette invention. Cela agissait comme un amortisseur solide. Quand le canon tirait, la cire répartissait uniformément les énormes forces sur la surface du verre, l'empêchant d'éclater. Cependant, renforcer les tubes n'était que la moitié de la bataille. Une radio a besoin d'énergie. Mais où trouver une batterie capable de survivre à 20 000 grammes? Une batterie sèche standard, comme celle d'une lampe de poche, serait instantanément écrasée par la force du recul. L'électrolyte liquide serait expulsé et la structure interne s'effondrerait. La solution développée par la National Carbon Company fut la batterie de réserve ou batterie humide. C'était un design génial. La batterie se trouvait à l'intérieur de l'obus complètement inerte. Elle n'avait aucune tension et pouvait être stockée pendant des années sans se dégrader. L'électrolyte liquide était conservé dans une minuscule ampoule en verre cassable au centre de l'empilement de la batterie. Voici comment cela fonctionnait. Quand le canon tirait, le choc massif de l'accélération brisait l'ampoule en verre. La force centrifuge de l'obus en rotation poussait alors l'électrolyte liquide vers l'extérieur dans les plaques de carbone et de zinc qui attendaient. En quelques millisecondes après avoir quitté le canon, la batterie s'éveillait, générant les 100 volts nécessaires pour alimenter l'émetteur radar. La violence du lancement n'était pas un problème. C'était l'interrupteur qui allumait l'arme. Il restait un dernier problème, la sécurité. Si vous avez une fusée radar sensible, comment vous assurer qu'elle ne détecte pas immédiatement le sol après avoir quitté le canon et n'explose pas sur l'équipe de tir? Les ingénieurs ont construit un système complexe de sécurité mécanique basé sur la rotation. À l'intérieur de la fusée, il y avait de minuscules interrupteurs au mercure. Ces interrupteurs ne fermaient le circuit que lorsque l'obus atteignait une vitesse de rotation spécifique, ce qui signifiait qu'il devait être déjà bien dégagé du tube. Ils ont aussi inclus un verrou d'horlogerie qui bloquait physiquement le détonateur pendant une fraction de seconde, garantissant que l'obus parcourt plusieurs centaines de yards avant d'être armé. En 1944, ce dispositif n'était plus une expérience. C'était une réalité produite en masse, avec plus de 22 millions d'unités sortant des chaînes d'assemblage exploitées par Sylvania, RCA et Crossley, déguisées en pièces automobiles pour garder le secret. Le coût total dépassait $1 milliard, un investissement colossal dans les munitions intelligentes. Lorsque la fusée VT arriva en Angleterre en juillet 1944, elle ne fut pas déployée seule. C'était la dernière pièce d'un système en 3 parties qui allait changer la guerre pour toujours. Pour arrêter les V1, les Alliés combinèrent l'obus intelligent avec l'œil électrique et le cerveau analogique. L'œil électrique était le radar SCR 584. Contrairement au radar précédent, il s'agissait d'un système micro-ondes capable de suivi automatique. Ce radar fut rendu possible en partie grâce à la mission Tizar, un échange scientifique britannique secret qui apporta la technologie du magnétron à cavité en Amérique. Une fois que l'opérateur verrouillait un V1, l'antenne radar se déplaçait automatiquement, suivant la cible à travers le ciel sans intervention humaine. Le cerveau analogique était le directeur de tir M9 construit par Bell Labs, les mêmes Bell Telephone Laboratory qui révolutionneraient plus tard l'électronique avec le transistor. Le radar envoyait directement les données au M9. Cet énorme ordinateur analogique calculait l'angle d'avance, corrigeait la vitesse du vent, la densité de l'air et même l'usure du tube du canon. Il envoyait ensuite des signaux électriques à des moteurs de contrôle à distance sur les canons de 90 mm. Les servants humains devenaient de simples chargeurs. Le radar suivait, l'ordinateur visait et la fusée VT décidait du moment de l'explosion.
C'était le premier système d'armes automatisé en boucle fermée de l'histoire. Les résultats furent immédiats. En juin, les canons peinaient. En août, ils furent déplacés vers la côte pour former une ceinture de feu. L'efficacité augmenta de 500%. En une seule journée, le 28 août 1944, 94 V1 furent lancés vers Londres. Le nouveau système de défense intégré les engagea. Ils en abattirent 90. Seulement 4 atteignirent la ville. La menace V1 fut pratiquement neutralisée, non par des pilotes ou des actes héroïques de bravoure, mais par une ingénierie industrielle supérieure. Malgré cet incroyable succès, la fusée VT avait une restriction stricte. Son utilisation au-dessus des terres en Europe était interdite. Les combinés Chiefs of Staff étaient terrifiés à l'idée qu'un obus non explosé puisse tomber en territoire allemand. Si les ingénieurs de la Luftwaffe récupéraient une fusée VT et la démontaient, ils pourraient développer des contre-mesures qui rendraient le radar allié inutile. Ou pire, fabriquer leurs propres fusées pour les utiliser contre les flottes de bombardiers alliés. Ainsi, tandis que la fusée sauvait Londres, les soldats combattant en France étaient privés de son soutien. Mais en décembre 1944, le calcul changea. Hitler lança son dernier pari désespéré, l'offensive des Ardennes, connue sous le nom de Battle of the Bulge. Les Panzers allemands percèrent les lignes américaines peu défendues. Le temps était atroce. Le brouillard et la neige clouaient au sol l'aviation alliée. L'infanterie américaine était débordée. Face à un possible désastre stratégique, le général Eisenhower autorisa la libération de la fusée VT pour le combat au sol. Le 16 décembre 1944, alors que l'infanterie allemande avançait à travers les forêts denses des Ardennes, l'artillerie ouvrit le feu. Les obus d'artillerie standard explosent à l'impact. Si vous êtes dans un trou individuel ou une tranchée, vous êtes relativement en sécurité sauf si l'obus tombe directement sur vous. La terre absorbe l'explosion, mais la fusée VT changea la géométrie de la survie. Les artilleurs ne visaient pas le sol. Ils visaient au-dessus. Les fusées sentaient l'approche du terrain et faisaient exploser les obus à 30 à 50 pieds dans les airs. C'est ce qu'on appelle un air burst. L'explosion fait pleuvoir des éclats d'acier déchiquetés verticalement, dans les trous et les tranchées. Il n'y a aucun abri contre ce qui vient du ciel. Les forêts des Ardennes se transformèrent en abattoirs. Les vétérans allemands qui survécurent au barrage décrivirent cela comme un feu de l'enfer. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les Américains obtenaient un timing aussi parfait sur chaque tir, de jour comme de nuit, quelle que soit la visibilité. Le général Patton, témoin de la dévastation, écrivit dans son journal que cette drôle de petite fusée avait sauvé la Third Army. Elle brisa l'élan des assauts de l'infanterie allemande quand l'aviation ne pouvait pas voler. La Seconde Guerre mondiale est souvent rappelée pour ses machines massives, le Tiger Tank, le B-29 Superfortress, les porte-avions de classe Essex, mais la défaite du V1 et la défense des Ardennes ont prouvé que la taille comptait moins que la sophistication. Le V1 était une arme de terreur, reposant sur la force brute, le bruit et la vitesse. La fusée VT était une arme de précision, reposant sur les électrons, la physique et la miniaturisation. Ce petit dispositif, de la taille d'une bouteille de lait, était le grand-père de chaque arme intelligente utilisée aujourd'hui. Il a prouvé que dans la guerre moderne, le camp qui possède les meilleures puces, ou en 1944, les meilleurs tubes à vide, gagne. L'Allemagne a construit le premier missile de croisière, mais l'Amérique a construit la technologie qui l'a rendu obsolète. En fin de compte, le tube à vide a vaincu le réacteur. Si l'histoire vous bouleverse, partagez-la pour faire vivre la mémoire de 1944.